Bonjour à tous, cours confiné numéro 3, correction des exercices. Donc ce cours va correspondre aux corrections des exercices pour le niveau 4e. Alors, nous sommes sur l'exercice 6, du coup que je vais commenter ici, et ensuite faire la correction en temps réel. La masse de l'air, Maxime mesure la masse de son ballon de basket, il lit sur la balance 935,4 grammes. Il dégonfle un peu son ballon et recueille 4,5 litres d'air. Il mesure la masse de nouveau et lit sur sa balance 929,6 grammes. A. Décrire l'expérience réalisée par Maxime pour recueillir l'air du ballon. B. Quelle est la masse de 1 décimètre cube d'air? C. Lorsque le ballon est très gonflé, comparer la pression de l'air dans le ballon à la pression atmosphérique. D. Quelle différence y a-t-il entre les grains de matière d'air dans le ballon et à l'extérieur du ballon? Alors, nous allons répondre à la question A, où on vous demande tout simplement de décrire définir l'expérience réalisée par Maxime. Donc tout simplement, nous, ce que l'on va dire, c'est on va dire que l'on a utilisé la technique de déplacement d'eau. On a utilisé la technique de déplacement d'eau. Donc c'est la technique que l'on a vue dans le cours pour justement récupérer, mesurer la masse de l'air. Question B. Quelle est la masse de 1 décimètre cube d'air? Alors, cette question peut paraître simple, mais elle peut paraître aussi compliquée. Donc, compliquée si on ne sait pas en fait à quoi correspond ce volume de 1 décimètre cube. C'est pour cela que vous avez en bas un petit tableau avec les conversions. Donc, on va reprendre ça ensemble. Donc, ici, vous avez la ligne correspondant au litre, conversion de volume. Donc, je le rappelle, hein, KL pour kilolitre, HL pour hectolitre, DAL pour décalitre, L pour litre, D pour décilitre, C pour centilitre, M pour millilitre. Ici, c'est 1/10 de millilitre, mais j'ai pas donné de nom d'unité parce que c'est pas quelque chose que l'on utilise très souvent. Ici, c'est 1 centième de millilitre, donc c'est pas une unité qu'on utilise très souvent, mais qui existe, mais je ne l'ai pas nommée. Et là, ici, vous avez le microlitre, qui est une unité qui est employée. En dessous, en bleu, vous voyez les colonnes de volume exprimées en millimètres cubes, centimètres cubes, décimètres cubes. Et là, ici, vous l'aurez compris, en fait, que les colonnes exprimées en mètres cubes sont divisées par 3 sous-colonnes, puisqu'on exprime des mesures en 3 dimensions. Vous comprendrez très bien qu'il manque 2 colonnes de mètres cubes à gauche de mon tableau. Maintenant, ce que vous remarquez, c'est que ici, on a une comparaison ici entre le décimètre cube et le litre. Donc si je mets une valeur ici, bien avec ça, avec ce tableau-là, je montre que 1 litre correspond à 1 décimètre cube. Et on va le noter. Donc on sait que 1 décimètre cube correspond à 1 litre. 1 décimètre cube égale 1 litre. Là, je peux me permettre de faire une égalité. Un volume est égal à un volume. D'accord? Donc là, je peux faire une égalité. Donc maintenant, on est débloqué. On sait que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Et donc du coup, la question revient à quelle est la masse de 1 litre d'air. Et ça, on le sait, à l'aide de notre cours, on sait que la réponse est de 1,3 g. Donc, la masse de 1 décimètre cube d'air est de 1,3 g. Ça, c'est quelque chose que l'on sait. Et la question, effectivement, elle est très simple dès lors qu'on sait qu'un décimètre cube correspond à un volume de 1 litre. On passe maintenant à la question C.
Alors, la question c'est, lorsque le ballon est très gonflé, comparez la pression de l'air dans le ballon à la pression atmosphérique. Alors, on a cette information-là que le ballon est très gonflé. Donc, ça sous-entend qu'il y a une très grande pression à l'intérieur. Et donc, que cette pression serait supérieure à la pression atmosphérique. Donc, comme le ballon est très gonflé, on peut supposer que la pression à l'intérieur est supérieure à la pression atmosphérique. Alors, si je fais un petit schéma, donc un ballon, quand il est bien gonflé, eh bien, on se rend compte qu'à chaque fois, je fais des croix pour montrer en fait les molécules d'air. Eh bien, à chaque fois, quand un ballon qui est très gonflé, eh bien, les molécules d'air tapent dans tous les sens. Maintenant, là, je vous montre en fait les molécules d'air qui choquent, qui s'entrechoquent en fait contre les parois internes du ballon. Et quand le ballon est très gonflé, eh bien, ça veut dire qu'il y a énormément d'air à l'intérieur, c'est que la pression est très grande. Et de l'autre côté, à l'extérieur, eh bien, la pression atmosphérique est bien présente, mais nous ne ressentons pas cette pression sur nous, et donc elle est plus faible que la pression interne à l'intérieur du ballon lorsque celui-ci est très gonflé. Donc du coup forcément, lorsqu'un ballon est très gonflé, la pression à l'intérieur est plus grande, beaucoup plus grande que la pression atmosphérique. Ces valeurs pouvant aller du simple au double, au triple, voire même x10 suivant les cas. Voilà. Donc je change de feuille et on va passer à la question D. Alors, donc quelle différence y a-t-il entre les grains de matière d'air dans le ballon et à l'extérieur du ballon? Donc j'y ai déjà un tout petit peu répondu. Mais on va quand même faire une phrase, on va y rédiger. Dans le ballon, il y a beaucoup plus de grains de matière, car la pression est très élevée. Voilà ce qu'on a à dire tout simplement. C'est que comme on a compressé l'air dans le ballon, il y a énormément d'air dans le ballon, la pression est donc beaucoup plus grande, et donc il y a beaucoup plus de grains de matière. Voilà. Donc on vient de terminer maintenant l'exercice 6. On va passer maintenant à l'exercice 10. Et oui, et tu peux le faire. Donc exercice 10. Amel mesure la masse d'un ballon bien gonflé. Elle lit sur la balance 451 grammes. Avec une pompe, elle ajoute une certaine quantité d'air. Elle mesure de nouveau la masse du ballon et lit 457,9 grammes. On voit sur un schéma en fait un ballon gonflé avec une balance, 451 grammes. Au milieu, on voit un ballon qui est en train de se faire gonfler avec une pompe à main. Et à droite, ce même ballon, posé sur la balance, et on voit une valeur affichée de 457,9. Ah, quelle est la masse d'air ajoutée dans le ballon? Alors, ça, c'est une question simple. La réponse, en fait, elle est graphique. L'opération que l'on doit faire, vous la savez, vous la connaissez. Il s'agit d'une soustraction. Ah, donc, pour rédiger,
on peut s'aider de la question. La masse d'air ajouté dans le ballon est de, et là on note, application numérique, 457,9 moins 451, ça nous donne 6,9. Donc, on a ajouté 6,9 grammes. Voici la masse d'air ajoutée dans le ballon. Donc, maintenant, on va passer au petit b. Donc, le petit b, je le lis. Sachant que les conditions normales de pression et de température... sachant, pardon, que dans les conditions normales de pression et de température, la valeur de la masse de 1 litre d'air est de 1,3 g. Calculez le volume d'air atmosphérique introduit dans le ballon. Alors, cette question-là, c'est une question qui n'est pas facile. C'est une question qui vous demande des notions de mathématiques, et notamment, dans ce cas de figure, la proportionnalité. Donc ça peut paraître effectivement un peu compliqué, ce qui peut se comprendre. C'est pour ça que là, je vais faire un corrigé détaillé. Mais ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On sait que 1 litre d'air pèse 1,3 g. On sait que on a ajouté 6,9 g d'air. Alors, je vous prépare un petit peu au raisonnement que je donne aux élèves de 3e. Donc, on cherche maintenant. On cherche, cette fois-ci, pas la masse, mais le volume. Le volume d'air ajouté. On cherche le volume d'air ajouté. Et là, en fait, tout simplement, on va faire une proportionnalité. Donc, 1 litre pour 1,3 g, ce qui nous fait le nombre de litres que l'on cherche sur 6,9 grammes. Donc, cette proportionnalité que l'on appelle aussi le produit en croix. Et donc, tout simplement, on va nous dire que le produit de ça par ça est égal au produit de ça par ça. Donc, 1 fois 6,9 est égal à ce que l'on cherche multiplié par 1,3. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va garder notre inconnu sur la droite. On va garder notre inconnu sur la droite. Et on va faire le calcul simple, c'est-à-dire que l'on va ici s'affranchir du 1,3 ici. Donc, pour s'affranchir du 1,3, je vais diviser par 1,3 à gauche et à droite. Donc, en faisant ça, on voit très bien que je me simplifie ici le 1,3. Donc 1,3 divisé par 1,3, c'est égal à 1. Donc c'est pour ça que quand on divise un nombre par lui-même, le résultat donne 1. Et donc du coup, application numérique, 1 fois 6,9 divisé par 1,3, qui nous donne, alors je mets une valeur approximative, 5,3 litres. Donc je n'ai pas présenté le calcul, mais je vous le donne le résultat, c'est 5,3 litres. Et donc en note, on a ajouté 5,3 litres d'air dans le ballon. Dans le ballon. On a ajouté 5,3
3 litres d'air dans le ballon. Et là, on vient de clôturer l'exercice 10. Donc, l'exercice 10 est très intéressant car il y a un calcul de proportionnalité, une notion que vous devez acquérir en fin de collège. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 17. Alors, l'exercice 17. Donc, du coup, ici, ce qui se passe, c'est une photographie, en fait, des hémisphères inséparables. Alors, on essaie de comprendre, en fait, pourquoi, effectivement, les hémisphères ne se sont pas séparés. Donc, je vais lire le texte, et ensuite, on va faire l'exercice. La photographie représente des hémisphères de Magdebourg. En 1654, Otto de Guericke, bourgmestre de Magdebourg, a réalisé l'expérience suivante. Il a utilisé des demi-sphères de 40 cm de diamètre. Ces deux demi-sphères sont appliquées l'une contre l'autre, sans système de fixation, et forment une sphère. Un tuyau muni d'un robinet permet d'aspirer l'air contenu dans la sphère. Lorsque l'air a été aspiré, Otto de Guericke a dû utiliser 2 attelages de 8 chevaux tirant en sens contraire pour se séparer des demi-sphères. A. Avant séparation de l'air, quelle est la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère? 2. Que modifie-t-on lorsque l'on aspire l'air à l'intérieur? C. Pourquoi ne peut-on pas plus séparer les deux demi-sphères après aspiration de l'air? Alors, sur ma chaîne, j'ai mis une vidéo de cette expérience-là un peu modernisée. Et je vous invite à la regarder avant de faire l'exercice. Cela vous permettra de mieux la comprendre. Donc, le lien dans la description. Et le lien va apparaître ici. Donc, je vais mettre l'extrait vidéo justement ici. Et je vous invite à la consulter, à faire pause sur cette vidéo, à consulter cet autre extrait vidéo que j'ai mis sur la chaîne et revenir sur cet exercice pour mieux comprendre le corriger. En aspirant la petite quantité d'air entre les deux, on a créé un vide. Ce que je vous demande, c'est de me dire à combien vous allez vous y mettre pour décoller ces deux plaques. 2, ça suffira. Si on nous laisse faire tous les deux. Bien, on corrige. Donc, avant aspiration de l'air, quelle est la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère? Donc, du coup, pour l'exercice 17, après avoir vu la vidéo, je pense que vous avez compris pour cette question-là, et du coup, vous avez la réponse. L'air n'étant pas aspiré à l'intérieur de ces deux demi-sphères, eh bien, la pression est la même que la pression extérieure. Donc, on est toujours dans la pression atmosphérique. Donc, je note, avant aspiration, donc la pression est identique, et la même, on va dire, plus simplement. La pression est la même à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la pression atmosphérique. C'est la pression atmosphérique. B. Que modifie-t-on lorsque l'on aspire l'air à l'intérieur? Alors, ce que l'on modifie en aspirant l'air à l'intérieur, c'est la pression. Alors, justement, laquelle? La pression intérieure. Donc, comme on aspire l'air qui est à l'intérieur, il n'y a plus d'air, donc les molécules d'air ne s'entrechoquent pas, donc il n'y a pas de pression et il n'y a pas non plus de force. Ça, c'est quelque chose dont on va parler juste après. Et donc, on modifie la pression. En aspirant l'air, on modifie la pression interne. C'est la pression qui est dans les deux demi-sphères. Et donc, on fait même plus que ça que la modifier, c'est qu'on fait un vide. On fait un vide.
c'est pourquoi ne peut-on plus séparer les deux demi-sphères après aspiration de l'air. Donc, pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que tout simplement, comme il n'y a plus de pression, plus d'air à l'intérieur, donc comme il n'y a plus d'air à l'intérieur, du coup, eh bien, justement, il n'y a plus de force de pression, il n'y a plus de pression. Et la seule pression qui existe, eh bien, c'est celle de la pression atmosphérique, la pression extérieure. Donc l'air à l'extérieur appuie sur les deux demi-sphères, mais comme à l'intérieur il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien qui appuie à l'intérieur. Et donc du coup, les deux demi-sphères restent collées. On ne peut plus séparer les deux demi-sphères. Car il n'y a plus de pression à l'intérieur. Donc j'aurais dit il n'y a plus d'air aussi, hein. C'est la pression de l'air. Donc plus de pression d'air à l'intérieur et donc plus de force dans les deux demi-sphères. Dans les deux demi-sphères. La pression atmosphérique, quant à elle, appuie sur ces deux demi-sphères. Deux demi-sphères. C'est un R ici. Voilà. Donc je vais faire un petit schéma pour bien comprendre ça. Donc ici, du coup, je vous montre en fait avant, après. Avant, après. Donc, j'ai les deux demi-sphères. Alors, je vais essayer de faire schématiser un tout petit peu. Je vais mettre ce symbole-là. Enfin, c'est un C un peu bizarre. Pour bien montrer que c'est de deux demi-sphères. Donc ici, avant d'avoir fait le vide, P, la pression interne est égale à la pression externe, qui est égale à la pression atmosphérique. D'accord? Donc du coup, ça veut dire que à l'intérieur, si je représente ces petits points par des molécules d'air, et bien en fait, ces molécules d'air sont présentes de partout, et bien sûr, à un moment donné, en fait, certaines vont taper sur les parois, partir comme ceci, etc., etc. Je ne le représente pas tous. Donc, et à l'intérieur, même chose. Avec des molécules qui vont taper ici, d'autres qui vont rebondir de partout. Donc, comme on a une égalité avec la pression intérieure est égale à la pression extérieure est égale à la pression atmosphérique, les deux demi-sphères sont posées comme ceci, mais peuvent se décoller très simplement. Maintenant, après, une fois que l'on a fait le vide, et bien justement, on n'a plus cette égalité de pression. Donc ici, j'ai toujours ma pression atmosphérique à l'extérieur. Donc je mets mes petits points qui correspondent à mes molécules d'air. Donc toujours la pression extérieure est égale à la pression atmosphérique. Ici, j'ai la pression interne. Mais ce qu'il se passe, alors ici, on a les molécules qui s'entrechoquent entre elles, mais qui tapent sur les parois, qui rebondissent, qui tapent, etc. Donc là, je le montre un peu plus volontairement pour bien voir que ça existe, elles sont bien présentes. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On a fait le vide. Donc là, je reprécise, j'exagère encore le trait, je mets plein de molécules. Là,
vous voyez, j'en ai, on va dire, que 3. Et donc, du coup, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai tout simplement très peu de molécules d'air, parce que le vide n'est pas parfait, hein, bien sûr. Et donc, en termes de force exercée ou en termes de pression, eh bien, il y a une différence. Donc, la pression interne est très, très faible par rapport à la pression extérieure, qui, elle, est égale à la pression atmosphérique. Et donc, ce qu'il se passe, eh bien, les deux demi-sphères sont collées. Parce que, comme il n'y a pas d'air à l'intérieur, peu de pression, voire même pas de pression, eh bien, les deux demi-sphères sont collées. Et qu'est-ce qui reste à faire, tout simplement, pour pouvoir les décoller? Eh bien, remettre de l'air à l'intérieur. En remettant de l'air à l'intérieur, on se retrouve à cette condition-là. D'accord? Donc, voilà un petit schéma qui explique les 3 exercices, et notamment cet exercice-là intéressant, qui est un exercice historique avec les deux demi-sphères, et vous vous rendez compte en fait des forces colossales mises en jeu par la pression atmosphérique, car dans cette expérience historique, il a fallu justement une force opposée à la force de pression atmosphérique, 8 chevaux tirant à gauche et à droite, pour justement pouvoir décoller ces deux demi-sphères une fois que l'on a fait le vide à l'intérieur. Donc imaginez les forces mises en jeu. Donc, mission accomplie. Donc la correction des exercices est terminée. J'espère que c'est clair pour vous. On va revenir maintenant sur la suite du contenu de la vidéo. Donc j'espère que pour vous, qu'il n'y ait pas de questions, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me recontacter soit sur Pronote, soit par mail, soit sur l'ENT, si jamais il y a encore des questions après cette vidéo-là. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est un exercice bonus. Donc cet exercice bonus, c'est une expérience confinée à faire à la maison pour la prochaine fois. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Alors, la question que je vais vous poser, c'est comment mesurer la masse d'un objet. Alors, là, on va se dire que on n'a jamais parlé de masse dans ce chapitre, enfin, on a parlé de la masse de l'air, mais là, à la fin de cet exercice, on n'a pas parlé de masse. Et bien sûr, je le précise, sans utiliser de balance, sans utiliser de balance. Et ce qui est intéressant dans cette expérience que je souhaite vous proposer, c'est qu'on va se servir d'une application. Donc on va utiliser une application smartphone. Cette application, c'est Fifox. Et justement, on va l'utiliser justement pour déterminer, faire des calculs de pression. Votre smartphone va être un appareil pour mesurer la pression. Et en mesurant la pression, on pourra justement mesurer la masse d'un objet. Et donc du coup, je voudrais que vous utilisiez cette application-là, gratuite bien sûr, pour faire cette expérience que je vous propose. Donc bien sûr, vous pouvez compter sur moi s'il y a des soucis techniques et des besoins ou d'autres questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de solution. Alors, bien sûr, je ne vous laisse pas tout seul. On va s'inspirer en fait de la conférence confinée de Julien Bobrov. Donc, je vous mets en lien ici l'extrait de la conférence. Je vous invite à la regarder. Il vous explique parfaitement bien comment faire cette expérience-là. Vous n'avez que reproduire ce qu'il a fait. D'accord? Et même en plus de ça, il a des petits calculs. Il vous montre en fait par des calculs à votre portée sur la façon de mesurer la masse. Et donc moi ce que je voudrais c'est que justement vous puissiez mesurer la masse en mesurant la pression. Donc ça c'est quelque chose que vous verrez en détail à l'aide de cet extrait de la conférence. Donc je vous mettrai le lien ici et en description. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Ce cours confiné numéro 3 est terminé. Au revoir.